Bienvenue sur notre chaîne, Capitale du monde. Aujourd'hui, nous voyageons au cœur de l'Amérique du Sud. Notre voyage nous mènera en haute montagne, dans la cordillère des Andes, un endroit qui a façonné les civilisations pendant des milliers d'années. Nous allons nous plonger dans la région centrale de l'Amérique du Sud pour explorer 4 capitales étonnantes, mais très différentes: Brasilia, La Paz, Lima et Quito. Ce sont des villes où l'histoire ancienne murmure dans les rues coloniales. Et le passé n'est pas seulement une vieille histoire, mais une partie vivante d'aujourd'hui. Ici, la culture et les traditions sont vécues chaque jour, au rythme des marchés et dans l'esprit des gens. En chemin, nous verrons de nombreux paysages différents, des plaines futuristes, des hauts plateaux brésiliens, aux sommets imposants des villes anciennes. Ce sont 4 mondes différents, et chaque capitale a ses propres coutumes et cultures. En nous plongeant dans la vie de chaque capitale, nous comprendrons mieux son art, ses bâtiments et ses traditions. Nous sentirons le pouls de chaque ville en explorant ses rues animées et ses lieux plus calmes. Chaque capitale a ses propres particularités et son histoire unique. Dans cette région, la géographie, comme son altitude et sa proximité avec la mer, façonne les paysages et l'identité de chaque ville, influençant la façon dont les gens y vivent. Cette vue nous montre des schémas, de l'aménagement planifié d'une ville comme Brasilia, à la croissance naturelle d'une ville très ancienne comme La Paz. Regardons ces capitales en voyant au-delà de l'ordinaire, en cherchant l'âme de chacune d'elles. Nous trouverons le vrai battement de la vie urbaine dans les grandes places et les centres de vie communautaire et sociale, et dans les endroits calmes où les jours passent à un rythme lent. Nous verrons la planification d'une capitale moderne étonnante, née d'un rêve audacieux au milieu du siècle dernier, et la croissance naturelle d'une ville nichée dans une vallée, qui a grandi au fil des ans. Chaque capitale témoigne de la ténacité, de la créativité et de l'esprit humain durable qui construit, reconstruit et prospère contre toute attente. Et bien qu'elles soient toutes différentes les unes des autres, elles sont toutes reliées par des histoires partagées de conquête et de liberté, d'anciens empires et de révolutions modernes, avec leurs propres tendances culturelles. Alors, commençons notre voyage au cœur de ces 4 capitales sud-américaines. Notre premier arrêt n'est pas une ville qui a grandi naturellement au fil des siècles. Au lieu de cela, c'est une ville qui a été imaginée et planifiée pour exister. Nous parlons de la Brasilia moderne, un témoignage de l'ambition humaine, audacieusement créée au milieu de la savane brésilienne. Pendant de nombreuses années, la capitale du Brésil fut Rio de Janeiro. C'était magnifique, mais très bondé. Les dirigeants voulaient que le cœur de la nation soit plus proche de son centre géographique. Alors, ils ont imaginé créer une nouvelle capitale à un endroit choisi. Ils voulaient pousser le développement à l'intérieur des terres, plus loin de la côte. Il ne s'agissait pas seulement de déplacer des bureaux gouvernementaux. Il s'agissait de créer un symbole, un Brésil moderne et tourné vers l'avenir. Une nation prête à prendre sa place sur la scène mondiale. L'idée promettait le progrès avec un nouveau départ. Et le rêve est devenu réalité à la fin des années 1950, sous le président Juscelino Kubitschek. Sa devise: 50 ans de progrès en 5, et Brasilia en était la pièce maîtresse. Le président a lancé un concours national pour élaborer un plan directeur. Et le projet gagnant fut celui de Lúcio Costa. Son concept était simple, mais révolutionnaire. Il a conçu la ville en forme d'oiseau ou d'avion, avec une zone pour le gouvernement, une autre pour les affaires et une autre pour les habitations. C'était une vision d'ordre et d'efficacité, un contraste frappant avec la croissance organique et chaotique des vieilles villes qui s'étendent naturellement. Le défi était immense, une métropole construite de toutes pièces en 41 mois. Construire Brasilia fut vraiment une tâche colossale. Des milliers d'ouvriers, les candangos, sont venus ici de tout le Brésil, en particulier du nord-est. Ils vivaient dans des camps de fortune, endurant des conditions difficiles sur la terre rouge des collines. Le travail acharné des candangos a été la base sur laquelle reposent aujourd'hui les bâtiments modernes et les monuments de la ville. Les architectes ont été loués pour leurs projets audacieux, mais ce sont les candangos qui ont fourni l'effort humain qui a permis à Brasilia d'être créée en un temps record. Ce furent les pionniers qui, avec leur sueur et leurs efforts, ont fait avancer le travail qui a transformé les idées des plans architecturaux en réalité pour construire la nouvelle capitale. Finalement, en 1960, Brasilia fut inaugurée comme capitale, et le gouvernement s'y est installé depuis Rio de Janeiro. On peut dire que Brasilia est née, non pas façonnée par le passé, mais construite pour l'avenir, dessinée sur des toiles vierges et libérée des restrictions coloniales,
ce qui a permis cette expérience radicale et futuriste dans la vie urbaine de la capitale brésilienne. Notre voyage prend maintenant une tournure spectaculaire, vers le haut. Nous nous dirigeons vers les imposantes montagnes des Andes, avec leurs pics rocheux et glacés qui définissent tant de paysages en Amérique du Sud. Laissant derrière nous la modernité planifiée de Brasilia, nous échangeons ces vastes horizons contre un paysage d'une verticalité à couper le souffle. Nous sommes arrivés à La Paz, la capitale de la Bolivie. C'est une ville qui, littéralement, vous coupera le souffle, et pas seulement à cause des vues magnifiques. L'air est rare, un rappel constant que nous sommes à très haute altitude. Nichée dans un canyon profond et protecteur, et entourée par les imposants pics de l'Altiplano, La Paz est la capitale la plus haute du monde. C'est une métropole construite contre toute attente, à plus de 3650 mètres au-dessus du niveau de la mer. Son nom complet est Nuestra Señora de la Paz, ce qui signifie Notre-Dame de la Paix. Ce nom a été donné par les Espagnols au XVIe siècle pour commémorer un traité de paix signé entre des groupes rivaux de conquistadors qui se disputaient le contrôle de la terre. Mais l'histoire de cette vallée remonte bien plus loin, aux anciens royaumes Aymara, qui y ont prospéré pendant des siècles, maîtrisant cet environnement de haute altitude bien avant l'arrivée des Européens. La géographie de La Paz est sa caractéristique la plus importante et la plus évidente. La ville s'étend le long des parois d'un immense canyon en forme de cuvette. Il y a une différence de hauteur incroyable de près de 1000 mètres entre les points les plus hauts et les plus bas de la ville. Au sommet, sur les plaines rudes et venteuses de l'Altiplano, se trouve la vaste ville d'El Alto. C'était autrefois une banlieue, et c'est maintenant un pôle urbain majeur pour La Paz. En descendant dans le canyon, vous trouverez le centre-ville animé. Un mélange désordonné mais vivant de vieux bâtiments coloniaux, de gratte-ciel modernes et de marchés bondés. Plus bas dans la vallée, dans les zones plus chaudes et plus riches en oxygène, se trouvent les quartiers résidentiels où vivent les personnes aisées. Cette disposition verticale crée une différence frappante de climat et de classe sociale au sein de la même ville. L'endroit où vous vivez détermine l'air que vous respirez et la température que vous ressentez. Avant l'arrivée des Espagnols, cette région était une partie très importante de l'Empire Inca, et même avant cela, elle était le cœur de la puissante civilisation Tiwanaku. La vallée offrait un abri vital contre les vents violents de l'Altiplano et servait de halte importante sur les routes commerciales reliant les hauts plateaux aux basses terres fertiles. Lorsque les Espagnols ont fondé la ville en 1548, ils ont été attirés par la promesse de l'or trouvé dans la rivière Choqueyapu toute proche. Ils ont établi leur centre colonial dans la partie la plus basse et la plus protégée de la vallée, repoussant les peuples Aymara et Quechua vers les collines plus escarpées et moins désirables au-dessus. Cette division historique est toujours clairement visible dans l'aménagement urbain et la structure sociale de la ville, un rappel durable et puissant du système de pouvoir colonial. La cuisine de La Paz est influencée par son altitude élevée. Ici, vous trouverez des plats copieux qui vous réchaufferont les nuits froides, préparés selon d'anciennes méthodes de cuisson. Sur les marchés, vous pourrez trouver des salteñas dégoulinantes de bouillon aigre doux, des brochettes d'anticucho badigeonnées de piment et des bols fumants de soupe aux cacahuètes. Le lama et la truite partagent les menus aux côtés du quinoa et des pommes de terre lyophilisées, perfectionnées par le savoir andin. Des chariots de rue servent de l'api violet, une boisson épicée à base de maïs violet, tandis que les boulangers plient des empanadas tucumana et que les vendeurs saupoudrent d'herbes huacataya sur les plats. Mangez lentement, car ici les saveurs sont concentrées en haute altitude, et chaque bouchée porte la mémoire Aymara. La Paz moderne est une ville d'incroyables contrastes et d'une forte énergie politique. C'est le siège officieux du gouvernement bolivien, un centre de commerce et le cœur indéniable des puissants mouvements sociaux du pays. L'air raréfié des hauteurs souffle avec une intensité constante. De la grande Plaza Murillo, où le palais présidentiel se dresse comme un symbole de pouvoir, aux rues escarpées et sinueuses remplies de vendeurs et de minibus, la ville est vivante et en mouvement constant et chaotique. Explorer La Paz est une aventure en soi, une plongée physique et culturelle dans un lieu où les racines précolombiennes, l'histoire coloniale et une identité moderne turbulente et résiliente s'entrechoquent dans un cadre spectaculaire de haute altitude. Des hauteurs de La Paz, nous descendons maintenant vers la côte, laissant l'aride altiplano derrière nous, pour nous diriger vers une capitale bordée par la mer. Nous sommes arrivés à Lima, la capitale du Pérou. C'est une ville à l'énergie complètement différente, façonnée non pas par les montagnes, mais par le vaste océan Pacifique. Un brouillard côtier constant, connu sous le nom de Garua,
recouvre souvent la ville, surtout en hiver, lui donnant une atmosphère mystérieuse qui adoucit le soleil du désert. Lima fut jadis la ville la plus grande et la plus importante de l'Amérique du Sud espagnole. Fondée par Francisco Pizarro en 1535, elle fut surnommée la Cité des Rois, un nom qui témoignait de son immense importance. Pendant 3 siècles, elle fut le centre de la vice-royauté du Pérou, le cœur du pouvoir, de la richesse et de la culture coloniale pour tout le continent sud-américain. Ce riche passé est encore visible dans le centre historique de Lima. La majestueuse Plaza Mayor, au cœur de la ville, est un rappel clair de cet âge d'or. Ici, vous trouverez également le palais du gouvernement, le palais de l'archevêque, avec ses balcons en bois fantaisistes, et la grande cathédrale de Lima, qui abrite la tombe de Pizarro. Entrer sur cette place, c'est comme remonter le temps. On entend presque les échos des aristocrates coloniaux et des puissants vice-rois qui ont jadis gouverné un demi-continent depuis ces mêmes bâtiments. Mais au-delà des grandes places, la géographie de la ville raconte une autre histoire. Lima est une immense ville désertique, l'une des plus grandes du monde. Elle s'étend le long de falaises côtières qui dominent les puissantes vagues du Pacifique. Des quartiers comme Miraflores et Barranco sont perchés sur ces falaises, offrant des vues imprenables sur l'océan et une atmosphère moderne et animée. Cette proximité avec la mer façonne le caractère de Lima, influençant son climat et son économie. Elle a également déclenché une véritable révolution culinaire. Lima vit et respire la nourriture. Le froid courant de Humboldt remplit les marchés d'anchois et de corvina, approvisionnant les cevicherias où le citron vert, l'ají limo et le lait de tigre pimentent les plats. Des siècles de migration ont créé les mélanges uniques de Lima, Nikkei et Chifa, où la précision japonaise et la cuisine chinoise se sont unies à la cuisine péruvienne traditionnelle. Cependant, Lima est une ville de fort contraste. Les élégants quartiers coloniaux et modernes sont très différents des immenses nouvelles villes qui poussent sur les collines poussiéreuses autour de la ville. Ces implantations informelles abritent des millions de migrants venus des Andes et de l'Amazonie en quête d'une vie meilleure. Ils apportent avec eux leur propre culture, tradition et résilience, créant un tissu urbain vivant et complexe qui est le visage moderne de Lima. Nous quittons maintenant la côte et remontons une fois de plus au cœur des Andes. Poursuivant notre voyage, nous atteignons notre dernière étape, Quito, la capitale de l'Équateur. Si Lima était le siège du pouvoir espagnol, Quito est son écrin colonial, une ville à l'âme montagnarde et d'une beauté à couper le souffle. La ville est nichée dans une longue et étroite vallée, à une altitude de 2850 mètres, ce qui en fait la deuxième capitale la plus haute du monde. Elle est entourée de volcans, faisant partie de l'incroyable avenue des volcans qui traverse le pays. Le plus grand trésor de Quito est son centre historique. C'est l'un des plus grands, des mieux conservés et des moins modifiés de toutes les Amériques. En 1978, il a été l'un des premiers sites à être nommé au patrimoine mondial de l'UNESCO, reconnu pour son incroyable valeur universelle. Parcourir ces rues pavées étroites, c'est comme entrer dans un musée vivant. Vous êtes entouré d'une architecture coloniale époustouflante, des maisons blanchies à la chaux avec des toits de tuiles rouges, de charmantes cours intérieures, et plus de 40 églises et chapelles, chacune avec sa propre histoire. Cette histoire vivante s'étend à la cuisine de Quito. Ici, vous pouvez déguster un locro de papa, une soupe crémeuse de pommes de terre au fromage frais, ou des galettes de pommes de terre cuites appelées yapingachos, garnies de fromage et de sauce aux cacahuètes. Et les jours spéciaux, une colada morada, une boisson épicée à la mûre et au maïs violet, accompagnée d'un pain sucré cuit. Et ne partez pas sans avoir goûté un bon chocolat. Avant l'arrivée des Espagnols, Quito était un centre important pour l'Empire Inca. Puis ils ont construit leur capitale coloniale directement sur les fondations Inca. Cette superposition d'histoire est encore claire aujourd'hui, où l'on peut voir la maçonnerie Inca former la base des murs coloniaux. Mais les églises de la ville sont sa caractéristique la plus impressionnante, un mélange de design européen et d'art indigène. L'exemple le plus étonnant est l'église de la Compañía de Jesús. Son intérieur est presque entièrement recouvert de feuilles d'or, ce qui lui vaut le surnom de « l'église dorée ». On dit que 7 tonnes d'or ont été utilisées pour décorer ce chef-d'œuvre de l'école baroque de Quito. Chaque surface, des hautes colonnes au plafond orné, brille et scintille d'une lumière presque céleste. C'est une démonstration écrasante de foi et d'art, destinée à inspirer l'émerveillement et la dévotion, et elle représente le summum absolu de la splendeur de l'époque coloniale de Quito.
Quito est une ville aux beautés inoubliables. Notre voyage à travers ces 4 capitales sud-américaines touche à sa fin. Nous avons voyagé des plaines futuristes de Brasilia au canyon imposant de La Paz et des hauteurs brumeuses de Lima au volcan de Quito. Chaque ville nous a montré une facette très unique, mais nous avons aussi trouvé beaucoup de choses qui les relient en tant que nation sud-américaine. Le point le plus important qu'elles ont en commun est l'histoire qu'elles partagent depuis l'époque coloniale, la conquête espagnole qui est inscrite dans les pierres de leurs centres historiques. Une autre connexion forte est la résilience incroyable des cultures indigènes sud-américaines. Même si pendant de nombreux siècles des gens ont essayé de les effacer, leur esprit est toujours vivant. Mais même dans leurs différences, ces villes sont très distinctes. Nous le voyons à Brasilia, une ville qui a été soigneusement planifiée, et les 3 autres vieilles capitales, qui ont grandi naturellement. Vivre sur les côtes ou dans les montagnes a également laissé sa marque sur les villes et leurs habitants. Elle nous montre qu'une capitale peut être un témoignage vivant de son passé, et un exemple de force bâtissant son avenir. Cela nous donne une leçon très précieuse. Nous avons atteint la fin de notre voyage. Merci de m'avoir accompagné dans ce périple à travers le cône sud. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, mettez un j'aime et abonnez-vous à Capitale du Monde pour soutenir notre effort éducatif. À bientôt!